Quand on vous dit shintoïsme, vous pensez au Japon des origines, immuable et éternel, vous pensez tradition depuis la nuit des temps, vous pensez religion du Japon depuis la préhistoire. Bon, si je fais une vidéo, vous vous doutez bien que ce que je vais dire, comme d'habitude, c'est un grand nom, et je vous explique pourquoi. Bonjour à tous et bienvenue sur Truelle la vie. Je vous propose donc de reprendre les diverses images qu'on a du Shinto et de les décortiquer une par une. Attention, cet épisode est très dense et parfois technique, mais je ferai une synthèse à la fin, alors accrochez-vous jusqu'au bout. Le terme japonais Shinto se traduit aujourd'hui par la voix des divinités. Il est composé de deux kanji, les idéogrammes d'origine chinoise, Shin, divinité, qui se prononce aussi kami quand il est seul, et To, chemin, voie, V-O-I-E, qui se prononce Michi quand il est seul. Les plus anciens textes écrits connus pour le Japon datent du 8e siècle de notre ère. Ce sont le Kojiki écrit en 714, puis le Nihon Shoki en 720, qui reprennent les mythes de création du Japon et de l'ascendance divine de la lignée impériale, ainsi que l'histoire mythico-historique de cette lignée. Ensuite, il y a les Fudoki, des rapports rédigés sur chaque province contrôlée par l'État japonais naissant, donc au 8e siècle. Ils sont contemporains du Kojiki et du Nihon Shoki. Puis vient le Manyoshu, compilé en 760 et qui contient des milliers de poèmes largement inspirés des légendes japonaises connues à l'époque. Enfin, nous avons le Shokunihongi, paru en 797, qui reprend l'histoire du Japon à la suite du Nihon Shoki. Dans tous ces ouvrages anciens traitant souvent de mythes et de religions, où les divinités interviennent dans les destinées humaines, le terme apparaît très peu. Il n'apparaît ni dans le Kojiki, ni dans les Fudoki, qui pourtant contiennent la description des cultes locaux dans chaque province pour ceux qui nous sont parvenus, et ni dans le Manyoshu. Le terme apparaît 4 fois seulement dans le Nihon Shoki et une seule fois dans le Shokunihongi. Et on parle ici d'ouvrages de plusieurs milliers de pages. Le terme y est utilisé pour décrire des rituels non bouddhistes. Car au moment où le Nihon Shoki est rédigé en 720, le bouddhisme était déjà présent au Japon depuis au moins 150 ans. À cette époque, le terme signifie plutôt acte ou action des divinités, donc les kami, plutôt que la voix des divinités. Le terme s'écrivait comme aujourd'hui, mais se prononçait kami no michi. C'est la prononciation japonaise, alors que Shinto est la prononciation d'origine chinoise. Or, cette prononciation Shinto que nous connaissons aujourd'hui n'apparaît qu'au XVe siècle, c'est-à-dire 700 ans plus tard. Le terme a également changé de sens au cours du temps. Il n'a jamais signifié qu'il existe une voix séparée des divinités qui serait, entre guillemets, purement japonaise. Au contraire, à l'époque classique et durant le Moyen-Âge, le terme est utilisé pour désigner le royaume des kami en tant qu'une partie du monde bouddhiste. Durant l'époque classique, le terme, qui je le rappelle est un terme qui vient de Chine, faisait partie de la rhétorique chinoise décrivant l'apprivoisement des dieux et démons locaux par les moines bouddhistes. Car oui, dans tous les pays d'Asie où le bouddhisme s'est répandu, le bouddhisme a intégré les divinités locales en tant que divinités mineures ou démons entre guillemets civilisés ou apprivoisés par la sagesse du Bouddha. Durant le Moyen-Âge, le terme Shinto est utilisé exclusivement pour désigner les kami en tant que manifestation des Bouddhas, car dans le bouddhisme japonais, il y a plusieurs Bouddhas. Shinto était donc un terme bouddhiste à l'époque classique et au Moyen-Âge et se référait à des divinités ayant besoin d'une domestication bouddhiste. En gros, les populations de l'archipel japonais ont toujours pratiqué un culte animiste, des rites chamaniques tournés vers la nature, donc toujours pratiqué le Shinto. Si on parle des temps préhistoriques, on n'a aucun écrit parlant des religions, des rites ou des divinités vénérées dans l'archipel japonais. Et il est quasiment impossible, sans source écrite, de reconstituer la religion d'une société préhistorique. Je rappelle qu'en archéologie, on étudie surtout les cultures matérielles, donc les objets, et on ne peut pas, à partir d'une culture matérielle, donc à partir des objets, reconstituer ce que pensaient les gens. Car même si on a des objets, des vestiges, etc., on ne connaît rien de la pensée et des croyances qui leur sont liées. Et de plus, le Japon préhistorique n'était pas un pays unifié, donc on ne sait même pas combien de croyances différentes il y avait,
combien de divinités et si toutes les sociétés présentes dans l'archipel japonais du nord au sud avaient les mêmes croyances. Et bien entendu, en quasiment 30 000 ans, les croyances ont évidemment évolué. Si ça n'était pas le cas, nous peindrions peut-être encore des animaux au fond des grottes et surtout nous saurions ce qu'ils veulent dire. Ce qu'on peut dire, c'est que pour la période Jōmon, période déjà extrêmement diverse en elle-même, je vous invite à regarder la vidéo que je vous ai faite il y a quelques temps pour en savoir plus. Donc pour la période Jōmon, on dispose de figurines appelées dogu, dont certaines sont clairement associées à des rites de fertilité, mais on n'en sait pas plus. Les bâtons en pierre de forme ityphalique, c'est le terme exact en histoire de l'art, participent des mêmes rites liés à la fertilité. Certaines structures en bois ou pierre semblent également liées à l'observation du soleil. Mais difficile d'en dire beaucoup plus sans basculer dans les suppositions et l'imagination. Pour la période Yayoi, période de diffusion de l'agriculture et de la métallurgie, et je vous conseille aussi cette vidéo pour en savoir plus, on a des rites liés au cycle des saisons, des récoltes, etc. Sur les Dotaku, de grandes cloches en bronze, j'ai fait un short récemment, allez le voir, on trouve des représentations de personnages en train de chasser, de moudre du grain, de se battre, ainsi que des animaux. Cela correspond-il à des rites, à des divinités? On n'a pas d'écriture qui va avec, on n'en sait rien. Et comment interpréter certains animaux comme les insectes. Les textes chinois contemporains de la fin de la période Yayoi ne nous en disent pas plus. Il est donc difficile de faire le lien entre les indices observés via l'archéologie et la religion shinto décrite dans les premiers textes japonais écrits au 8e siècle de notre ère, à savoir le Kojiki et le Nihon Shoki dont nous avons déjà parlé. Donc oui, bien sûr, il y avait des religions dans l'archipel japonais durant la préhistoire, mais non, on n'a aucun moyen de savoir lesquelles précisément, ni si elles avaient un quelconque rapport avec les mythes décrits à partir du 8e siècle de notre ère. Et le fait que les sources chinoises nous disent qu'ils pratiquaient le chamanisme ne nous renseigne pas vraiment plus. Une autre image véhiculée sur le Shinto est qu'il serait une religion originale, typique et uniquement japonaise. On retrouve ici le fait que les Japonais aiment bien se croire uniques en Asie, culture unique, peuple unique, etc. Seulement, les croyances à la base du Shinto sont loin d'être originales, elles font au contraire partie d'un ensemble de croyances et de caractéristiques qui sont communes à toutes les régions d'Asie orientale. On peut citer le polythéisme, l'animisme, le chamanisme, la pratique de la divination ou encore le culte des ancêtres. Le culte des divinités associé à l'eau, aux arbres, aux montagnes n'a rien d'original en Asie orientale, tout comme le culte des serpents en tant que messager ou manifestation des divinités. Enfin, les mythes à propos de la descente des divinités célestes sur Terre et leur supériorité sur les divinités terrestres, mythes qui sont la base de la mythologie décrite dans le Kojiki et le Nihon Shoki, n'ont rien d'exceptionnel non plus. Les premiers textes qui nous parlent de la mythologie considérée comme shinto et qui datent du 8e siècle ont été rédigés dans des circonstances bien particulières. Le Kojiki et le Nihon Shoki sont des instruments politiques rédigés par la cour du royaume du Yamato, qui cherchait alors à unifier sous son gouvernement tous les territoires de l'ouest du Japon. Cette cour du Yamato du 8e siècle était baignée de culture chinoise, puisque la dynastie chinoise des Tang était son modèle. Ce premier culte officiel est centralisé à partir de 689, était régi par le Jingi-kan, le conseil des affaires des kami célestes et terrestres. On peut considérer le Jingi comme l'ancêtre du Shinto en tant que religion structurée et centralisée. Le but principal des rituels du Jingi était de garantir de bonnes récoltes en favorisant la pluie et en éloignant les nuisibles et maladies des récoltes, mais également de tenir les maladies éloignées de la population, de maintenir l'ordre dans le pays et de garantir la santé de l'empereur, ainsi que la sécurité du palais et de la capitale. On remarque aussi dans le Fudoki, les rapports sur les provinces qui nous sont parvenus, qu'il est dit que les divinités terrestres, originelles et sauvages, ont été matées et apprivoisées par des divinités célestes descendues du ciel. Ce qui, bien entendu, est une métaphore de la prise de contrôle du pouvoir centralisé de l'empereur sur les pouvoirs locaux à cette époque. En somme, la propagande par la mythologie. D'autant plus que c'est également à cette époque que le roi du Yamato commence à se faire appeler Tenno, soit roi céleste. En parallèle du conseil des affaires des kami est mis en place le bureau du yin et du yang, spécialisé dans la divination, l'établissement des calendriers et le suivi du temps. Les concepts du yin et du yang ont été importés par des immigrants coréens durant les siècles précédant l'établissement des premiers rituels du Jingi. L'empereur était ainsi considéré comme un être cosmique responsable du maintien de l'équilibre délicat entre le yin et le yang. Car en fait, le titre Tenno, donc roi céleste, vient du concept astronomique du yin
et du yang. De plus, le yin et le yang étaient partie intégrante des rituels du Jingi depuis le début. Donc, pour les rites purement japonais, on repassera. Et on n'a pas encore parlé du bouddhisme, qui lui aussi est arrivé au Yamato, l'embryon du Japon, et bien avant la création du Jingi, donc de cette première forme de Shinto en tant que religion organisée et centralisée. En somme, on peut dire que des rituels bouddhistes existaient à la cour du Yamato avant l'établissement des rituels Jingi, donc Shinto. Les rituels bouddhiques étaient réalisés afin de contenir et de contrôler les kami, vus comme des divinités sauvages et imprévisibles, en gros non civilisées. Donc si on résume, les concepts de yin et yang et de bouddhisme étaient présents à la cour du Yamato avant que celle-ci ne décide d'établir une première religion officielle basée sur certains kami, donc des divinités locales. Ces rites, le Jingi, étaient dès le départ mêlés de bouddhisme et de yin et yang, donc il faut nuancer la notion de religion d'essence purement japonaise. Eh oui, très bonne question. Pour en revenir au Jingi dont nous venons de parler et qui a été créé à la fin du 8e siècle, il disparaît peu à peu au cours du 9e siècle. Le culte des kami reste alors dans le cadre du bouddhisme dans lequel il se développe. On l'appelle alors Jindo, avec la même lecture. La considération que le Jindo est une religion indigène commence à se développer au XIIe siècle durant la période de Kamakura. Puis, l'idée un peu plus poussée d'un Jindo autonome du bouddhisme commence à fleurir au XIVe siècle et les premières écoles Shinto apparaissent au début du XVe siècle. C'est d'ailleurs à ce moment-là que la prononciation Shinto du terme apparaît. Il n'y a pas de hasard. Ce Jindo, qui se développe à partir de la fin du XIIe siècle, est basé sur les conceptions du sanctuaire d'Issei. Ce n'est pas quelque chose de général au Japon. Pour résumer, cette doctrine particulière considère que le sanctuaire d'Issei est le lieu de l'illumination originelle, le lieu de la création primordiale du monde. Le bouddhisme est relégué au second plan, mais pas exclu de cette doctrine, car il est considéré comme une pratique pour atteindre cette illumination. Le Jindo est proposé comme un nouveau corps de connaissance bouddhique, c'est-à-dire la connaissance d'une vérité plus profonde, enracinée dans le sol du Japon, et qui se manifeste sous forme condensée à Issei. De plus, ce sont des moines bouddhistes qui sont à l'origine de ces nouveaux concepts. Le Jindo, dans ses conceptions et ses rituels, n'a strictement rien à voir avec le Jingi qui a quasiment disparu au XIIe siècle. Le Jindo ne reprend pas le Jingi. Donc si on considère le Jingi du 7e siècle comme l'origine du Shinto en tant que religion indigène du Japon, le Jindo du 12e siècle qui n'a rien à voir avec lui, c'est quoi? Et si on considère le Jindo comme l'origine du Shinto en tant que religion indigène du Japon, alors le Shinto date au mieux du 12e siècle de notre ère, et certainement pas du 7e siècle, et encore moins de la nuit des temps. Et il est conceptualisé par des moines bouddhistes, et issu du bouddhisme. C'est ce Jindo créé au XIIe siècle à Issei qui va se développer. Au XIVe siècle, on redéfinit la relation entre Jindo et bouddhisme. C'est donc à partir du XIVe siècle que le Jindo commence à prendre une certaine indépendance par rapport au bouddhisme. Et c'est au cours des XVe et XVIe siècles, quand le Japon est divisé politiquement, que se développe la notion centrale de l'empereur et des mythes impériaux en relation avec les kami japonais. C'est comme si un certain besoin d'unité symbolique se faisait sentir dans ce Japon divisé politiquement et perpétuellement en conflit. On réinstaure la notion de l'empereur qui a le pouvoir de contrôler les divinités locales sur tout le territoire, à défaut de contrôler les grands seigneurs dans la réalité. Avec le temps, ces divinités locales vont être considérées comme plus élevées, plus vieille et plus pure que les Bouddhas universels. Ce qui va préparer le terrain pour un futur tournant vers un nativisme anti-bouddhiste qui aboutira à l'instauration du Shinto qu'on connaît aujourd'hui durant la restauration Meiji, au XIXe siècle. Un Shinto voulu comme purement japonais et purifié des influences étrangères. Allez, vous avez tenu jusqu'ici. Je regarderai les stats de la vidéo pour voir combien de pourcents d'entre vous ont tenu jusqu'au bout. Vous avez bien mérité une petite synthèse. Donc, le Shinto qu'on connaît aujourd'hui, présenté comme la religion indigène du Japon, en opposition au bouddhisme, existant depuis la nuit des temps, blablabla, est une création du XIXe siècle et le fruit d'une évolution qui débute à la fin du XIIe siècle. La doctrine du Jindo, amorcée au XIIe siècle et développée jusqu'au XVIe siècle, est issue du bouddhisme qu'elle ne rejette pas à l'origine. Et cette doctrine Jindo n'a strictement rien à voir dans ses rituels et ses concepts avec le Jingi du 7e siècle.
Le Jingi du 7e siècle était un ensemble de rituels mis en place à la cour du Yamato, l'embryon du Japon, rituels dès le départ, baignés de yin et yang et de bouddhisme. Ces rituels de cour s'appuyaient sur une base de cultes locaux innombrables, dans laquelle la cour avait opéré un choix pour justifier par la religion la domination de la famille impériale sur l'ouest du Japon et justifier sa volonté de dominer l'ensemble de l'archipel, puisque ils étaient issus des divinités célestes. Ces cultes locaux innombrables étaient probablement très anciens, mais on ne peut pas en dire plus, puisqu'avant le 7e siècle, on n'a pas de sources écrites les concernant. Les joies de la préhistoire. Donc il est impossible de dire quand apparaissent les mythes et divinités recensés dans le Kojiki, écrit au 8e siècle. Et on voit bien qu'au cours de l'histoire, il n'y a pas de continuité stricte entre les différents rituels relatifs à une religion qui serait basée sur les cultes locaux du Japon. Merci d'avoir survécu jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que cette vidéo aura pu vous éclairer et vous constaterez que la question est loin d'être simple. À vous de vous faire votre propre opinion concernant le Shinto, avec les éléments que je vous ai donnés. Si vous considérez que malgré tout, c'est une religion ancestrale depuis la nuit des temps, libre à vous. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire et si vous avez des questions, pas de soucis. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est déjà fait et de parler de la chaîne si vous l'aimez. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et en attendant, prenez soin de vous.